Il est l'heure du journal sur la télévision togolaise. Madame, Monsieur, bonsoir. Et voici les titres du journal. Le torchon brûle entre les populations autochtones et les Peuls dans Loti. Des affrontements entre les deux communautés ont fait de nombreux morts. Une situation qui a nécessité l'intervention de membres du gouvernement. À suivre tout de suite dans ce journal. Et puis c'est la bonne nouvelle de la semaine. C'est un Togolais qui a désormais les rênes du FIDA. L'ancien premier ministre Gilbert Fosun Humbo a été élu hier lors du conseil des gouverneurs de l'institution. Voilà pour les titres. Une fois encore, bonsoir. Et nous débutons ce journal avec ce fait divers qui crée une certaine tension dans la localité de Takpamba, dans Loti. 3 Togolais auraient été tués par des Peuls lors de ce qui ressemble à un braquage. Et la réaction des populations autochtones ne s'est pas faite attendre envers la communauté des transhumants. Une hache de guerre que les ministres de la Sécurité et de l'Action sociale tentent d'enterrer. Le récit des faits avec la correspondance de Désiré Aloy. Nous sommes dans la famille Tibabi, à Takpamba, environ 130 km au sud-ouest de la ville de Mango. Tout est parti de cette maison où le sieur Tibabi Ndjibi a perdu la vie avec son cousin et le maçon suite à un braquage à main armée dans la nuit du 8 au 9 février 2017. Un crime crapuleux qui a suscité une réaction violente des populations face aux suspects des Peuls, entraînant en somme 8 morts. Événement malheureux qui a occasionné des effets collatéraux négatifs dans les localités de Koundouare, Nali, Koumongo et autres. Des maisons et autres biens brûlés avec déplacement des populations. Le chef de l'État, touché par la situation, a dépêché 2 membres du gouvernement, les ministres Yark Damhan et Léa Tchabinandi Kolani, respectivement en charge de sécurité et de la protection sociale, pour présenter ses condoléances aux familles éplorées et leur livrer son message de retenue de paix à l'ensemble des populations visitées. Les individus sans foi ni loi, armés d'armes de guerre, sont allés froidement abattre 3 individus, dont un commerçant, dans son domicile à Takpamba. Et la population s'est organisée, appuyer des forces de sécurité pour poursuivre ces malfaiteurs. Et ces malfaiteurs, ayant senti qu'il y avait la pression, ont dû abandonner les motos qu'ils ont utilisées. À partir de ces motos, ils ont pu identifier certains malfaiteurs qui malheureusement sont détenus Peuls. À partir de cet instant, la population qui ne pouvait pas supporter cette douleur, qui a manqué de retenue, s'est déchaîné sur la population Peul qui vit dans ces localités, aussi bien à Takpamba que dans les cantons environnants. Et c'est ça qui a provoqué le déplacement de ces populations, de ces communautés Peul. Et aujourd'hui, le chef de l'État nous a dépêché d'apporter à ces populations son message de compassion, ses condoléances aux familles éplorées, à toutes les familles éplorées, et son soutien, et appeler les uns et les autres à la retenue. Il dit la paix n'a pas de prix. Dieu merci, depuis le 10, il y a un calme précaire qui règne dans ces localités. Et je tiens à saluer les chefs cantons qui se sont battus, qui ont eu à raisonner leurs administrés de ne pas chercher à se faire justice. Donc il y a un calme qui est revenu. Nous pensons que ce calme va continuer pour que ceux qui sont déplacés puissent rejoindre leur habitation. Il dit ces malfaiteurs qui sont allés tuer 3 personnes à Takpamba, peut-être le jour-là ils ont eu à rencontrer certains, mais qui ont préféré se taire. Et nous leur avons dit d'être vigilants et dénoncer tout ce qui peut amener des problèmes, tout ce qui peut compromettre la paix civile, tout ce qui peut compromettre la cohabitation, tout ce qui peut compromettre le vivre ensemble entre eux. Un applaudissement comme signe d'apaisement pour dire aussi oui au message du chef de l'État qui est de cœur avec les populations de la zone touchée, Takpamba et ses environs. Aujourd'hui, le chef de l'État a envoyé une délégation pour nous rassurer qu'il est de cœur avec nous. Nous avons reçu ce message d'apaisement et nous faisons confiance au président de la République, son Excellence Faure Essaouzina Gnassingbé,
pour son soutien. Nous allons cultiver la paix. Tous ces mouvements de gauche et de droite seront arrêtés. Un message bien reçu aussi à Kountoare. Nous, la population de Kountoare, on a bien compris le message du chef de l'État que sinon, sans la paix, on ne peut rien faire comme un développement. Nous allons beaucoup respecter le message. L'acte au départ est très condamnable et rien ne justifie des réactions aussi violentes selon les ministres qui ont appelé les populations et surtout les jeunes à contribuer à l'apaisement. Ils les ont conviés à une prise de conscience, à la retenue, la vigilance, la culture de tolérance, l'acceptation de l'autre dans toutes ses différences, une satisfaction observée globalement pour signifier plus jamais ça. S'adressant aux forces de sécurité, le ministre Yark a attiré davantage leur attention et leur a demandé d'éviter la compromission. Et une fois la situation décantée, donc, les deux émissaires du chef de l'État ont rendu visite aux victimes collatérales de ces événements malheureux, les déplacés qui se sont retrouvés dans des camps de Mango. Nous retrouvons Désiré Aloy. Des hommes, femmes et enfants déplacés à Koumongo, à Sagbebou, à Sadoré et à Mangoville, dans l'Oti, suite aux événements malheureux de Takpamba qui ont entraîné des répercussions un peu partout dans la zone. Dans ces camps, ils sont 1833 victimes, 287 ménages affectés et recensés, parmi eux 162 élèves. Des victimes qui ont reçu les mots de compassion du président de la République à travers le ministre Yark Damhan de la sécurité et de la protection civile et Léa Tchabinandi Yantiare Kolani en charge de l'action sociale, de la promotion de la femme et de l'alphabétisation. Pour les ministres, la paix n'a pas de prix et si elle est menacée, elle est comme un œuf cassé, bloquant tout processus de développement. Donc il y a un calme qui est revenu. Nous pensons que ce calme va continuer pour que ceux qui sont déplacés puissent rejoindre leur habitation. Ils sont à Takwamba, ils sont à Nali, ils sont à Koumongo depuis des années et des années. Ils élèvent leurs bêtes. Il a fallu cet événement pour que les gens aient leurs maisons brûlées, les gens aient leurs bêtes abattues. Donc nous leur avons demandé d'être vigilants. Les autorités travaillent dans le sens de l'apaisement pour qu'ils puissent très rapidement rejoindre leurs habitations. Il y a des élèves ici. Ici, c'est le centre de Sabiougou. Il y a plus de 1200 personnes. Nous sommes allés à Koumongo, où il y a plus de 400 personnes. Aujourd'hui, certains ont eu la chance d'être hébergés par des frères. D'autres sont sous les tentes. Notre devoir, c'est de travailler pour l'apaisement, pour qu'ils puissent rejoindre leurs habitations. Dans leur déplacement, des vivres et des non-vivres pour une assistance d'urgence. Les dispositions ont été prises pour leur apporter des vivres et des non-vivres. Et sur place, nous avons des équipes techniques qui se sont organisées pour assurer dans le calme la distribution de ce que nous avons apporté. Et parmi les non-vivres, nous avons des nattes, des couvertures, les gens en ont besoin. Nous avons du savon. Nous avons également des couvertures et des habits sous forme de friperie. Nous avons apporté des médicaments aussi pour qu'on puisse assurer les soins, les premiers soins en cas de maladie. Nous avons demandé que ce soit aux peuples et aux populations autochtones d'être tolérants, de pouvoir se respecter les uns et les autres et de faire l'effort de vivre ensemble. Abattus par les événements, ils gardent espoir après le réconfort du chef de l'État. Tous nos biens, tout est brûlé. Actuellement, nous sommes ici, par exemple, je suis étudiant à Kara. Nous sommes nés à Takwamba, retrouver nos parents là-bas. On peut dire qu'eux aussi sont nés là-bas depuis longtemps. Donc on ne peut pas compter les années qu'on a fait à Takwamba. C'est compte tenu de ces situations, de ces événements qui nous ont vraiment déplacés avec regret. Nous prions Dieu que par l'intervention du président de la République, prions Dieu que nous avons espoir que ça va marcher et c'est en train de marcher et que après nous allons retourner chez soi. Tout suspect que nous aurons retrouvé, nous allons les dénoncer pour garder la paix dans notre pays.
Un malfaiteur reste un malfaiteur. Un malfaiteur n'a pas de frère, un malfaiteur n'a pas d'amis. Si aujourd'hui nous venons à apprendre qu'il y a un malfaiteur, quelle que soit la relation qui existe entre nous, nous sommes prêts à le dénoncer. Plus jamais ça, selon les vœux des uns et des autres. Les ministres ont remercié les populations d'accueil de Koumongu, de Sagbiebou, de Sadori et d'ailleurs pour leur sens élevé de fraternité. Autre actualité, le sous-sol africain regorge d'immenses richesses minières. Des richesses qui ne profitent pas vraiment au pays, faute d'un code juridique efficace qui tienne compte des préoccupations aussi bien des exploitants que des aspirations socio-économiques des populations. Un déficit que l'UEMOA veut corriger. Et le Togo se conforme à la loi en adoptant ce jour son code minier communautaire national à transmettre à l'UEMOA. Les précisions avec Ekwe Salah et Adolphe Paka. L'industrie extractive togolaise est largement dominée par l'exploitation du phosphate. Et le Togo dispose d'un sous-sol qui regorge également d'autres minerais comme le marbre, le clinker et le fer. Toutes ces richesses auraient pu profiter au pays et aux populations riveraines si et seulement si des dispositions législatives étaient rigoureuses. Actuellement, le code minier en vigueur date de 1996 et est devenu donc obsolète. L'ancien code voulait attirer les investisseurs. Donc on avait prévu beaucoup d'exonérations. Les populations riveraines des mines donnent de la voix maintenant. La société civile aussi réclame des choses. Mais l'ancien code n'avait pas pris en compte tout ceci. Donc c'est pourquoi l'UEMOA a vu de reviser ce code. Revisiter ce code pour le rendre plus efficace et surtout qu'il soit plus profitable à toutes les parties prenantes dans l'extraction des mines. Une initiative de l'UEMOA qui vise en fait à harmoniser ce nouvel arsenal juridique dans ses 8 pays membres. L'avantage pour nos pays de l'avoir, c'est qu'ils tireront beaucoup plus de bénéfices de l'exploitation des ressources. Et il y a les populations locales qui profiteront des mannes de l'exploitation par le développement local, parce que le code a prévu la contribution des entreprises au développement local. Et puis il y a un nouveau contexte qui est pris en compte, qui est la RSE, qui est la responsabilité sociétale des entreprises. Le Togo a alors validé son code minier national qui sera transmis à l'UEMOA. Rendez-vous en mars prochain pour l'adoption du code commun sous-régional. Une fois ainsi harmonisé, l'exploitation des mines pourra profiter à la localité d'abord, au pays ensuite et enfin aux investisseurs. Ils sont nombreux ces centres dits d'accueil des enfants vulnérables ou défavorisés qui existent dans notre pays, mais peu remplissent les conditions requises pour cette mission. C'est ce que révèle une étude menée par le ministère de l'Action sociale qui revient également sur les critères de création de ces institutions censées protéger les enfants vulnérables. Les résultats de cette étude ont été présentés hier. Ramdan Bassina nous en dit plus. C'est depuis 2010 que le Togo a mis en place un cadre juridique visant à réglementer la prise en charge des enfants vulnérables dans les centres d'accueil. Après adoption et vulgarisation des normes et standards applicables à ces structures, l'heure est à la restitution du rapport d'évaluation, 5 ans après sa mise en application. Aujourd'hui, c'est l'étape de la région maritime. Pour nous, c'est important d'accompagner le gouvernement dans cet exercice parce que les résultats de l'évaluation ont montré qu'il y a des situations qui doivent être adressées, soit à travers la fermeture ou à travers le renforcement des capacités d'un nombre assez important comme des centres d'accueil. Et cela montre l'engagement, encore une fois, du ministère des Affaires de l'Action sociale et du gouvernement national. C'est le décret adopté le 4 août 2010 qui fixe les normes en termes de qualité des infrastructures d'accueil, des services à offrir et la responsabilité du personnel d'encadrement. Selon le décret, pour ouvrir un centre d'accueil, il faut avoir l'agrément du ministre chargé de la protection de l'enfant. Et cet agrément est délivré après plusieurs investigations sur le promoteur, sur le personnel, sur le cadre physique du centre. Lorsqu'il n'y a pas respect des conditions de ce décret, il y a le retrait pur et simple de l'agrément.
Les promoteurs des centres d'accueil audités trouvent dans la démarche du gouvernement une volonté d'assainir le secteur et un encouragement à offrir aux enfants des cadres propices à leur épanouissement intégral. Je remercie le gouvernement pour cette initiative. Non seulement elle permet de nous interpeller, nous qui avons pris sur nous de prendre les enfants en charge et de respecter le droit des enfants. Cela va nous permettre de nous réorganiser et mieux faire la prestation sur la protection de l'enfant. De cet audit mené par le ministère en charge de l'action sociale auprès de 120 centres sur l'étendue du territoire national, 18 seulement répondent aux critères. 56 doivent améliorer leurs prestations, 46 sont déclarés problématiques, y compris 12 à fermer immédiatement pour l'intérêt supérieur des enfants. Autres résultats rendus publics cette semaine, ce sont ceux du programme de sécurité alimentaire. Un programme issu de la coopération entre le Togo et l'Allemagne pour réduire la pauvreté grâce à une réelle sécurité alimentaire dans notre pays. Alors, qu'en est-il aujourd'hui? Firmin Adjinari a parcouru le document. Voici son reportage. Quelques soucis techniques et toutes nos excuses. Nous reviendrons tout à l'heure sur cette revue annuelle du programme de sécurité alimentaire. Et une sécurité alimentaire réelle sous-entend la consommation de produits de qualité. Et c'est justement cette qualité et surtout l'hygiène qui sont recommandées pour les produits halieutiques. Depuis ce matin, les pêcheurs artisanaux sont donc à cette école pour exercer leur métier dans les normes requises. Sandra Adiagbe, Christine Pichekialoude. Katanga, le village des pêcheurs. Ici, les bonnes dames sèchent et fument du poisson pour la commercialisation. Et selon les enquêtes, certaines n'utilisent pas les bonnes techniques de fumage. Nous fumons du poisson avec du bois et les coques de noix de coco. Puis, nous utilisons la fumée des herbes pour donner une bonne couleur au poisson. Lorsque le produit est gardé pendant longtemps sous le soleil, commence par pourrir avant qu'on amène cela au niveau des fourneaux. Ça, c'est un produit déjà contaminé. Les femmes utilisent souvent des plastiques, des pneus découpés et autres. Ce sont des produits extrêmement toxiques. Le poisson destiné à la consommation doit être sans danger chimique ou microbien. C'est pour améliorer les procédés de traitement de cette denrée que les acteurs concernés se recyclent. La bonne manière, c'est d'utiliser le bois qui est communément utilisé. Et nous avons aujourd'hui sollicité l'appui des partenaires pour qu'ils puissent nous faire des foyers améliorés. Le poisson doit être gardé au frais dès la capture. Le matériel de travail depuis le port de pêche jusqu'à la conservation ne doit pas être source de contamination. Si l'hygiène et la qualité sont respectées, le personnel du secteur halieutique aura plus de notoriété sur le marché local et extérieur. Les huissiers, juges commerciaux et autres acteurs de procédures collectives étaient ce matin en séance de formation et d'information sur les nouveaux changements et modifications apportés à l'acte révisé et à l'acte uniforme révisé de l'OHADA en ce qui concerne l'organisation des procédures collectives. Et c'est une initiative de la revue togolaise des droits, des affaires et de l'arbitrage pour aider ces acteurs justement à mieux exercer leur rôle dans le redressement des entreprises en difficulté conformément à la nouvelle réglementation. Les précisions avec Dodo Haré et Clarisse Atikle. Depuis 2015, l'Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires OHADA a intégré dans son acte uniforme la réglementation de la fonction de mandataire judiciaire. Cette réglementation clarifie davantage les compétences de ces derniers dans le redressement ou la liquidation des entreprises en difficulté.
Ces fonctions étaient mal exécutées et au lieu d'apporter des solutions aux entreprises, notamment par exemple les rémunérations des mandataires judiciaires, plombaient complètement tous les espoirs de redressement des sociétés en difficulté. Donc il a paru nécessaire de procéder effectivement à une réforme. Certains pays de l'OHADA ont entrepris de faire cette réforme-là, et le Togo ne l'a pas encore fait, et l'exercice aujourd'hui c'est d'attirer l'attention de tous à réfléchir sur les voies et moyens que notre pays doit emprunter pour pouvoir organiser cette réforme-là. Sont concernés par la fonction de mandataire judiciaire les magistrats, les avocats, les notaires, les huissiers, les experts comptables et les chefs d'entreprise. Avec la nouvelle réglementation, ils ont désormais la responsabilité de gérer les contentieux entre l'entreprise et ses créanciers et également aider à sauvegarder l'emploi. Aujourd'hui, on prévoit une procédure de conciliation qui est une procédure confidentielle. Et donc, lorsque l'entreprise n'arrive pas à s'entendre avec ses créanciers pour résoudre son problème, c'est en ce moment-là qu'on passe à l'étape suivante, à savoir le règlement préventif, qui en ce moment, l'entreprise bénéficiera de certaines mesures sous protection du juge. Cela voudra dire que l'entreprise bénéficiera des remises de dettes, des reports d'échéance et les créanciers vont injecter de l'argent frais dans le fonctionnement de l'entreprise. Les Mercuriel Info, la revue du droit des affaires et de l'arbitrage, a donc offert ce cadre d'échange, d'information et de formation afin que la fonction de mandataire judiciaire qui était jusque-là pratiquée dans un cadre informel soit davantage connue. Un lot d'ouvrages juridiques pour la Cour d'appel de Lomé. Plus de 237 ouvrages d'un coût total de plus de 19 millions de francs CFA pour ainsi renforcer les capacités de la bibliothèque de la Cour d'appel de Lomé en matière de documentation juridique. Des précisions avec Chassinam Baga. Les 237 ouvrages traitent essentiellement du droit des affaires. Évalué à 19 885 000 francs CFA, entièrement financés par le gouvernement togolais, leur acquisition répond à la nécessité de doter les juridictions nationales d'ouvrages de spécialité dans le domaine du droit commercial et celui des affaires. C'est important pour les magistrats d'avoir cette documentation apportée, parce que lorsque vous devez travailler sur un dossier, vous devez vous inspirer des décisions qui ont été rendus par les collègues avant vous. Vous devez vous inspirer de ce qui se fait dans d'autres pays, dans la sous-région. Vous devez vous inspirer de la doctrine et le juge doit s'imprégner de tout ça pour que sa décision ne soit pas une décision au hasard, mais une décision qui a une base juridique, qui a une assise juridique. Pour acquérir l'ensemble de ces documents, le Togo s'est référé à l'École régionale supérieure de la magistrature des États membres de l'OHADA, ERSUMA, qui a une expertise avérée dans le domaine. En guise de reconnaissance de cette marque de confiance, ERSUMA a fait don de 64 ouvrages en plus de ceux commandés. Pour une mise en place effective de cette importante documentation en vue de son exploitation immédiate, ERSUMA a dépêché sur place 2 de ses documentalistes qui procèdent à l'enregistrement, au traitement manuel et intellectuel et au rangement thématique des ouvrages dans les rayonnages. En Afrique, vous savez, quand quelqu'un vous fait confiance, vous avez aussi cette facilité de lui offrir même le plus de ce qu'il a demandé. Raison pour laquelle l'ERSUMA, qui a un centre de documentation de référence en Afrique, je peux vous le dire, en matière du droit des affaires, même en matière de droit en général, nous avons pensé que nous devons aider les États africains, particulièrement les États partis de l'OHADA, à acquérir des ouvrages qu'ils ne peuvent acheter facilement. C'est donc un total de 301 ouvrages qui ont été réceptionnés par le président de la Cour d'appel de Lomé. Il a salué la volonté des plus hautes autorités togolaises déterminées à améliorer le climat des affaires dans le pays. Pour travailler, il faut toujours avoir les moyens. Et ces moyens, ça commence par les livres. C'est vrai que bon, nous avons d'autres moyens d'information, mais ça, qui ne peut pas remplacer les livres.
Je peux que dire que je suis un homme satisfait de voir tous ces livres dans lesquels je suis maintenant baigné. Et vraiment, je remercie le donateur. La remise de ces ouvrages se situe dans le contexte des activités du projet de renforcement des capacités des chambres commerciales du tribunal de première instance et de la cour d'appel de Lomé. Elle sera étendue aux autres juridictions de l'intérieur du pays. C'est la reconnaissance de ses qualités et de ses compétences. C'est en ces termes que le président de la République, Faure Sozimna Nyazingbe, qualifie l'ancien premier ministre togolais Gilbert Fosun-Ngbo. L'office du pays est depuis hier le nouveau patron du Fonds international de développement agricole FIDA. Portrait de celui qui, depuis hier, est une véritable fierté nationale avec Pierre Soussoupo. Il prend désormais les commandes du FIDA. Gilbert Fosun-Ngbo, ancien premier ministre togolais, est élu à la présidence du Fonds international de développement de l'agriculture par le Conseil des gouverneurs de cette institution onusienne. Il avait en face de lui 7 autres concurrents de taille. Mais Gilbert Ngbo va réussir à convaincre un grand nombre des membres du Conseil qui vont finalement porter leur choix sur sa personne. Ngbo, candidat, avait également reçu le soutien de l'Union africaine, de la CEDEAO, mais surtout du chef de l'État Faure Gnassingbé. Le président de la République a félicité le nouveau président du FIDA et a salué la reconnaissance de ses qualités et de ses compétences. L'homme a à son actif 30 années d'expérience dans le système des Nations Unies où il a occupé des hautes fonctions. Directeur de cabinet du directeur général du PNUD, sous-secrétaire général, directeur du bureau régional pour l'Afrique. Avant son élection à la présidence du FIDA, Gilbert Fosun-Ngbo assumait le poste du directeur général adjoint de l'OIT, Organisation internationale du travail. Le nouveau patron du FIDA entend poursuivre le programme d'amélioration institutionnelle continue et de positionnement stratégique du fonds sur la scène internationale du développement. Celui qui professe son origine du monde rural a une connaissance parfaite de la réalité du terrain et s'engage à cet effet. La mise en œuvre d'une approche plus audacieuse de l'accès au financement pour les populations pauvres en vue d'améliorer la qualité de la nutrition et réduire les pertes de produits alimentaires font partie des priorités du nouveau président du FIDA. L'institution onusienne a pour vocation d'aider financièrement comme bailleur de fonds et organisateur au développement agricole et rural dans les pays dits en développement et en transition. À ce titre, elle nourrit une relation de partenariat avec le Togo dans la perspective de la lutte contre la pauvreté en milieu rural à travers divers financements allant de la promotion de la sécurité alimentaire au développement du secteur agricole au Togo. Le 1er avril prochain, Gilbert Fosun-Ngbo déposera ses valises à Rome, siège du FIDA, pour un mandat de 4 ans renouvelable une fois. Après sa mise en place, le Conseil permanent de la Chambre régionale des métiers du Togo entretient un lien de partenariat avec celui de Cologne en Allemagne. Et ce jour, ce mercredi, l'Allemagne appuie donc le Conseil du Togo en lui offrant du matériel informatique. Un lot de matériel réceptionné par la ministre en charge de l'artisanat et de l'emploi des jeunes, Victoire Toméga Dobé, en présence de l'ambassadeur d'Allemagne au Togo. Le compte rendu avec Tabitha Akakbo et Augustin Kossi. Après la mise en place du système d'informatisation dans le secteur de l'artisanat au Togo, du matériel informatique pour mieux interconnecter les différentes chambres régionales du pays. Un serveur centralisé qui permettra un meilleur partage des informations. C'est le fruit de la coopération entre le Conseil permanent des chambres régionales des métiers de Cologne en Allemagne et celui du Togo. Les décisions qui viennent du gouvernement tombent sur la table du Conseil permanent quant à lui de l'envoyer à chaque région et au niveau des régions aussi vers les préfectures vers les cantons, des cantons vers les villages. La coopération allemande a besoin des mêmes informations. C'est pour cette raison qu'ils ont jugé bon d'outiller les chambres régionales de métiers du Togo, en plus le Conseil permanent. On partage l'information, on partage le savoir et on a partagé un peu les systèmes de gestion d'information.
Et je crois que cette coopération de la société civile, des agents de la société civile, sont une bonne part de cette coopération entre les deux pays. Je crois que toutes ces activités-là démontrent vraiment l'amitié entre l'Allemagne et le Togo et la bonne coopération entre nos deux pays. Cet appui, selon le ministre en charge de l'artisanat Victoire Tonega Dogbe, est un outil nécessaire pour faire de l'artisan togolais un véritable entrepreneur. Et cette coopération entre les deux chambres va permettre de mutualiser davantage les ressources afin de faciliter le travail des artisans. Aujourd'hui, il y a un appui important de matériel informatique qui est apporté au Conseil national des chambres de métiers. Alors il s'agit des ordinateurs, de serveurs qui vont renforcer le système d'information de gestion de l'artisanat. Ce matériel va renforcer l'opérationnalisation de ce système d'information de gestion. Et c'est très important pour notre pays parce que nous avons besoin de connaître le nombre de personnes qui opèrent dans l'artisanat dans notre pays pour mieux les accompagner. Aujourd'hui, nous avons beaucoup de partenaires qui veulent accompagner l'artisanat togolais, mais pour que cet accompagnement soit de qualité, soit bien ciblé, il faut absolument que nous puissions cerner le nombre d'artisans que nous avons et dans quel secteur, dans quel registre ils fonctionnent. L'artisanat est en pleine mutation au Togo. Le numérique est mis au service des artisans et le secteur est doté d'un code juridique. Avec la nouvelle politique nationale de développement de l'artisanat, l'interconnexion des chambres régionales de métiers et surtout avec les centres de ressources artisanales, les jalons se posent pour faire des artisans des opérateurs économiques. Dans un communiqué, le ministre des Infrastructures et des Transports porte à la connaissance des personnes physiques ou morales exerçant des activités professionnelles dans un port, dans une installation portuaire, sur un plan d'eau, en rade et dans les eaux sous juridiction togolaise en général, que le comité d'agrément et de validation CAV créé par le décret numéro 216-063/PR du 11 mai 2016, a été officiellement installé le 29 décembre 2016. En conséquence, la délivrance des agréments, des permis d'exploitation et la validation des rapports des évaluations de sûreté, des plans de sûreté et des rapports des audits de conformité des installations portuaires aux conventions maritimes démarre le 1er mars 2017. Les personnes physiques ou morales citées au début disposent d'un délai de 6 mois à compter du 1er mars 2017 pour régulariser leur situation. Les dossiers doivent être adressés au comité d'agrément et de validation CAV, au secrétariat technique et immeuble du Haut Conseil pour la mer, porte 42, angle boulevard Mobutu Sese Seko, rue des Grands Moulins, quartier à Blogame, au 09 BP 92 95 Lomé 09, ou appeler au téléphone 22 54 47 79 ou au 91 20 14 05. Et voilà, c'est sur ce communiqué que se referme cette édition. Merci à vous qui l'avez suivi un peu partout grâce à la télévision togolaise, notamment du côté de Takpamba dans Loti. À 22h30, vous serez en compagnie de Edem Sousoupo pour la dernière édition du journal. Au revoir.